Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma sur icinema.com, juste avant le film de la semaine. Cette semaine, ce film, c'est le thriller coréen Mémoires assassines. On va en parler avec Stéphane Charby en fin d'émission. Au sommaire de Vendredi 14h aujourd'hui, les films de super-héros, une déferlante ininterrompue depuis la fin des années 90, début des années 2000. Pourtant, certains considèrent que trop, c'est trop, qu'on n'en peut plus des super-héros et que le filon finira bien par s'épuiser. Alors, en est-on là? On posera la question à nos invités dans un instant. On leur demandera s'ils ont la nostalgie de l'époque où les films de super-héros ressemblaient à ça. Regardez. See, the new weapons in the Bat arsenal combat the forces of evil. The Batcopter. The exploding, man-eating shark. Holy sardine! The relentless Megaton magnet. The unholy quartet secret submarine. Fire one! Fire one! The Batboat in action. The deadly disintegrator. Eh oui, Chouba Pop Whiz, c'était les premiers pas de Batman et Robin au cinéma. Alors, on est partagé entre l'attendrissement et le rire. Le genre a évidemment bien évolué. Aujourd'hui, l'univers de super-héros, a priori, fort de plusieurs milliers de figures pouvant être portées à l'écran, semble une corne d'abondance sans cesse auto-remplie. On en parle avec l'acteur et réalisateur Jean-François Stévenin. Bonjour, merci d'être des nôtres. Vous avez joué dans plus de 120 films, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer. Et vous en avez réalisé 3, Passe-Montagne en 78, Double Mission en 86 et Mishka en 2001. On va en parler tout à l'heure puisque les films ressortent en salle. Xavier Le Harper, grand fan de Jean-François Stévenin, est avec nous également. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être là, journaliste et critique de cinéma. Les auditeurs de France Inter vous entendent le dimanche soir dans Le Masque et la Plume. Jennifer Padjemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous travaillez avec BuzzFeed France et vous avez fondé la newsletter culturelle What's Good, C'est ça. si je ne m'abuse. Olivier Delcroix est là également. Bonjour et merci. Bonjour Audrey. Rédacteur en chef du Figaroscope, journaliste spécialisé dans le cinéma, auteur de nombreux ouvrages. J'en ai 2 à côté de moi, on va les voir à l'antenne, dont Les super-héros au cinéma, aux éditions Aubec. Alors, il reste 8 mois à l'année 2018, mais d'ici la fin de l'année, ce ne sont pas moins de 7 films de super-héros qui vont occuper des milliers d'écrans de cinéma, écrasant presque toute concurrence sur leur passage. Est-ce que c'est un univers inépuisable? On fait un rapide tour de la question avec Anne Le Boulch et ensuite on la pose cette question à nos invités. Parmi les genres les plus populaires, les films de super-héros sont en pole position. Depuis 15 ans, ils squattent les écrans du monde entier et la déferlante n'est pas prête de s'arrêter. Hollywood en produit 6 à 8 par an, tous studios confondus. Il y en a eu 6 en 2017, il y en aura 9 en 2018. Et parmi eux, de vraies nouveautés qui misent sur la diversité. À commencer par Black Panther, l'adaptation du premier super-héros noir estampillé Marvel, un énorme carton au box-office. Plus de 3 millions d'entrées en France, plus d'$1 milliard de recettes à travers le monde, un film majoritairement réalisé et interprété par des Afro-Américains et qui séduit tous les publics. Un phénomène comparable au succès récent de Wonder Woman, qui avec ses 2 160 000 entrées France et ses 821 millions de dollars de recettes, prouve qu'une super-héroïne peut aussi drainer les foules. Un changement de cap qui se confirme avec l'arrivée prochaine sur grand écran du premier Spider-Man afro-latino, suivi de l'adaptation de Captain Marvel, autre super-héroïne. Mais attention, trop de super-héros, quel que soit leur sexe ou leur couleur, peuvent nuire aux super-héros. Leur surreprésentation sur grand écran peut susciter l'overdose, super-pouvoir ou pas. Les super-héros au cinéma, un univers inépuisable ? Olivier Delcroix, on va commencer avec vous. Est-ce que vous avez la nostalgie des films de super-héros avec les coutures apparentes, là, comme le Batman de 66? Mais moi j'aime beaucoup ça, bien sûr, parce que j'ai grandi avec. Donc forcément, quand je vois Adam West incarner ce Batman camp dans la... Alors d'abord, c'était une série télé, et effectivement, ils ont profité d'un été, tellement la série était
à succès pour finalement tourner le film, qui n'a pas été, lui, un grand succès au box-office, loin de là. Mais non, ce qui était amusant dans ces super-héros-là, qui sont nés en 1938, donc en fait, on les a vus déjà dans les sérials dans les années 40, en noir et blanc, Batman, Superman, et puis celui d'Adam West, qui était une série de télé en couleur, assez amusante, qu'on appelait un peu, qui avait une déco camp. Donc il était très décalé, très excentrique, avec beaucoup d'humour. Et c'est vrai que c'est une production, moi, qui m'avait enchanté, parce qu'elle véhiculait beaucoup de joie de vivre. Et c'était l'Amérique des 60s. C'était l'Amérique de Serge Gainsbourg, quand il fait Pop Whiz, vous le rappeliez tout à l'heure. C'était vraiment ça. Et il faudra attendre 78, Richard Donner, pour que Superman puisse voler. Et là, par contre, on va vraiment prendre le super-héros au sérieux. C'était un an après Star Wars. Et quand Christopher Reeve se met à voler, tout d'un coup, là, on est dans une autre dimension. Est-ce que vous prenez encore plaisir à aller voir un film de super-héros aujourd'hui estampillé Marvel ou DC, quand il y en a quasiment un par mois avec de plus en plus de moyens, et puis qui se croisent, ils font des crossovers, enfin ils font des partages. J'ai un peu envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Donc oui, j'ai encore du plaisir, et j'en ai beaucoup. Et certains films de super-héros prouvent et surtout font avancer le genre. Moi, c'est ça que j'apprécie. Mais on va prendre une métaphore et un parallèle très simple. Dans les années 40, 50, Hollywood ne jurait que par le western. Et on faisait 10 westerns par semaine. Donc, le western a eu une acmé, il a eu un déclin. Alors, les films de super-héros sont effectivement en pleine puissance. Et bien entendu, à un moment donné, le public va s'en lasser. Et puis nous aussi. Puis voilà. Et puis mais là, en tout cas, il me semble... Alors, je parlais d'inflation de moyens tout à l'heure, Jennifer Badjimi. On va voir dans quelques secondes la bande-annonce d'Avengers, mais le prochain Avengers, je ne sais même pas à quel numéro on en est. Infinity War. C'est 480 millions de dollars de budget pour le film, parce qu'après, il y a tous les produits dérivés, etc. etc. Ça semble démesuré. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite tant que ça marche, en fait. Enfin, les studios, ils se disent on a trouvé le bon filon, donc pourquoi arrêter? Et finalement, à chaque fois qu'ils proposent quelque chose de nouveau, les fans sont au rendez-vous, donc non. Enfin, il n'y a pas de limite. Je voudrais qu'on regarde cette bande-annonce du prochain Avengers et puis on va vous entendre, Xavier, parce que je sais que vous avez gardé votre âme d'enfant. Et le costume qui va avec. Et le costume qui va avec. Alors d'abord, on regarde la bande-annonce. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Alors c'est la fête en régie, ils sont tous dans tout leur état, ils ont envie de courir en cinéma tout de suite, mais c'est pas tout de suite Avengers, encore quelques semaines de patience. Xavier, ça vous donne envie de vous jeter sur... Oui, parce que je suis, comme vous le disiez, moi j'ai grandi avec ça. Et moi, c'est ce qui me fait penser quand même que le genre va durer quelques temps. C'est-à-dire que ce ne sont pas des one-shots. Effectivement, tu as raison sur le western, mais le western, il n'y a pas eu de série. On a retrouvé des personnages éventuellement, mais là, on a un principe de narration maintenant qui inclut des personnages qui ont fait leurs preuves. Black Panther, on l'avait aperçu dans le précédent Avengers, il a eu son film à lui, avec son univers, avec sa dimension politique. Jennifer avait totalement raison, donc on va l'intégrer, mais il va arriver maintenant dans le nouvel épisode avec ce qu'on a découvert de lui, ce qu'on sait de son engagement politique, économique, puisque c'est aussi un film sur l'économie de l'Afrique aujourd'hui, une économie cachée, prudente, mais une économie qui existe. On va avoir l'humour du Spider-Man qu'ils
ils ont réinventé un peu moins de Rastani que le vrai personnage. Moi, j'ai grandi avec un Spider-Man qui était toujours triste dans la fiction. Triste, oui. Et il me ressemblait tellement que c'était mon héros. C'était le syndrome Calimero. Ah, mais c'était le syndrome Calimero. Donc, on les modifie un tout petit peu. On s'agace et en même temps, il y a une ambition de la narration. Je m'y perds autant que vous, hein, je vous rassure, Audrey, j'ai pas de gêne particulier. Ah bon, ouf. Mais, mais nous Je me aussi. sentais un peu Nous aussi. là, Mais Audrey, j'ai un peu has-been. il réactive ce plaisir que j'avais gamin quand j'allais acheter mon mensuel de Strange à l'époque, moi aussi. effectivement, et qu'il fallait relire le précédent pour savoir où est-ce qu'on en était. On avait les drames, la mort de la fiancée de Spider-Man, enfin voilà. Et je retrouve ce plaisir-là, il est Gwen décuplé. Gwen Stacy, absolument, jeté par le bouchon vert. Moi comme aussi. ça. Ah, Quelle c'est horreur. horrible. Premier drame Ne d'enfance. remue pas, ne remue pas. Et en même temps, voilà. On va mettre des sous-titres. hein. Mais non, mais c'est le plaisir aussi. J'en reviens toujours là. Si on aime le cinéma, c'est pour revenir au moment où ma maman me racontait des histoires, elle me disait, bon, allez, maintenant tu dors, on aura la suite demain. Ça, évidemment, on est en plein dedans. Feuilleton. Oui, c'est le feuilleton, voilà. C'est les mystères de Paris, c'est Fantomas, on exactement. va revenir. Et si on a aimé, si on aime encore ce genre-là, en littérature, on ne peut évidemment que succomber. Et il y a C'est vraiment une réflexion. 5000 personnages Marvel. Ah, il y en a Il y en a énormément. des milliers depuis Énormément. Mais en plus, Et Marvel et DC DC Comics. oui, oui, absolument. Mais il porte aussi la revendication des communautés noires, LGBT. Enfin, il y a eu aussi toute une émergence et une mouvance autour de la reconnaissance des droits dans les années 70, qui a été extrêmement importante. Les X-Men n'est rien d'autre qu'une métaphore de tous ces gens victimes de la xénophobie aux États-Unis et qui décident un jour de dire, Ségrégationnistes à l'époque. c'est fini, les femmes, les noirs, les gays, et ça, c'est très important aussi. Jean-François Stévenin, vous êtes au spectacle là ou... Oui, je suis au spectacle, je suis éberlué. Parce que moi, je déteste tout Superman et tout ça, j'ai jamais compris. Moi, je vois ça. On peut aussi voir, On va aller voir récemment, Avengers avec Jean-François Stévenin. qu'il y a même des héros qui sont des anti-héros, qui Oui. deviennent des anti-héros. On peut le voir notamment dans les séries Jessica Jones et Luke Cage. Bon, en fait, c'est des personnages qui sont très complexes et qui se rapprochent limite de l'humain, avec des failles, avec... Qui se débarrassent de leur pouvoir, Voilà, qui qui n'en se peuvent débarrassent plus, de leur c'est un poids. pouvoir, qui ont des vices, C'est une addiction. alcoolisme, dépression, etc. Enfin, même si la dépression n'est pas un vice. mais C'est des un- pauvres petites choses fragiles, en fait. C'est ce que je veux dire. Super-héros. Mais c'est vrai que Sous l'armure, ils se bunker. transforment en fait en dehors de leur pouvoir en personne. Mais la lecture Alors, dont tu parlais politique tout à l'heure, on la voit dans Black Lightning, une série Oui. d'ici Oui. qui passe Oui. actuellement, qui montre deux générations de Noirs, une qui pensait que la lutte était derrière elle, et une qui pensait, la plus jeune, que la lutte n'était pas... À mener. ne la concernait plus, et qui s'aperçoivent qu'ils sont obligés à nouveau, et après Charlottesville, ça a vraiment du poids, ils sont obligés effectivement de reprendre une lutte armée, entre guillemets, avec des super-pouvoirs, avec un sens de l'éthique. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe. La télé est plus réactive que le cinéma le à ce cinéma, niveau-là. ouais. Il y a un vrai intérêt à regarder les Bah films justement, on aujourd'hui. va regarder la bande-annonce de Black Panther et puis on continue d'en parler ensuite. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya. We only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm a homie now, cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. Wakanda forever! The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. Jennifer Padjemi, je vous pose la question à vous, pas parce que vous êtes noire, mais parce que vous, dans votre action de journaliste, vous vous battez aussi pour que la diversité soit un peu plus représentée. Qu'est-ce qui fait le succès politique de Black Panther? Au-delà du film de super-héros, c'est en train de devenir un étendard politique. Tout. Tout de A à Z, c'est ça qui fait le succès de Black Panther, mais notamment, je vais commencer par les femmes, avant de parler du fait que les personnages principaux soient noirs.
C'est la première fois c'est la première fois qu'on voit les femmes, pas en tant que faire-valoir, mais qui font partie du film et qui sont aussi importantes que le personnage principal. Elles se battent, elles sont pas du tout sexualisées, elles sont moins intéressantes. sexualisées que dans Wonder Woman. Moins sexualisées que Wonder Woman, et c'est des femmes noires, avec leurs cheveux naturels, avec la peau foncée. Et en fait, en tant que téléspectateur, on se rend compte qu'elles sont très importantes dans le film, et ça fait du bien. Et ça change de tout ce qu'on peut voir dans les films de super-héros, où on parlera de Wonder Woman plus tard. Alors, ça fait du bien quand on est un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, noir, sur la terre entière, de regarder ce film et de se voir ainsi représenté. Mais ce n'est pas un film qui ne s'adresse qu'aux Noirs. C'est pas du tout un film qui ne s'adresse qu'aux Noirs. Ce succès aussi fulgurant, qui rencontre tous les publics. Parce que les codes du film de super-héros sont gardés, sont conservés. Malgré le message politique qu'il y a derrière, ça reste un film d'action où on aura le petit truc au milieu où on va peut-être verser une petite larme. Il y a les combats, il y a le contraste entre le héros et le méchant du film qui, pour le coup, dans Black Panther, est hyper intéressant parce que justement, il n'est pas méchant pour les mauvaises raisons. Et donc, on s'identifie presque à lui en se disant mais pourquoi je suis pour le méchant du film plutôt que pour le héros. Xavier, quand vous avez vu Black Panther, vous avez senti monter cette appropriation politique par toute une partie de la population mondiale, parce que là, il est sur la planète entière, de ce film? Clairement, on sentait qu'il y avait quelque chose. Est-ce que ça allait prendre auprès du grand public? Ça, on ne peut jamais le dire. Mais ça fait quand même déjà certains blockbusters, films de super-héros ou autres, le dernier King Kong, par exemple, revisite complètement l'histoire de l'Amérique du XXe siècle. C'est-à-dire que oui, les jeunes auteurs prennent des mythologies réelles du cinéma et les empoignent pour dire quelque chose aussi des exactions de l'Amérique pendant tout le XXe siècle, le Vietnam, ces guerres-là, c'est explicite. Donc la politisation, elle est là, le public la demande, elle est extrêmement importante. Et effectivement, Black Panther est peut-être à ce jour dans les Marvel. On est chez Disney, donc il faut y aller prudemment, il faut quand même prendre la température de ce qui se passe un tout petit peu à côté. On ne m'enlèvera pas l'idée qu'il y a une forme d'opportunisme. Mais si la forme d'opportunisme arrive effectivement à une prise de conscience, à un message qui s'adresse à une communauté, mais en élargissant énormément ce qui est dit sur elle, sur le sort dont elle est victime, moi je prends, et je suis assez d'accord avec Julien, c'est assez intéressant, parce que pour une fois, le méchant n'est pas un méchant qui cherche à s'approprier le monde, à faire fortune, à tuer le gentil, c'est la face obscure du gentil. Il y a une gémellité entre les deux personnages qui est impressionnante. Ce sont vraiment des jumeaux qui se ressemblent et qui sont mus par la même envie de reconnaissance, sauf qu'effectivement, il y en a un qui passerait par la lutte armée, l'autre par la lutte pacifique, et on n'est pas très bien sûr de savoir quelle est la plus utile. Et le triomphe de Black Panther va peut-être justement pousser encore plus et c'est aussi à cette écriture, à cette ambition-là. Voilà, absolument. Oui, c'est un test aussi parce que ça va créer autre chose qu'une mode. Ça va créer autre chose, et c'était aussi l'idée de se dire, est-ce que si on met un casting majoritairement noir, est-ce que les gens vont quand même payer pour aller voir ce film? Et en fait, oui. Au-delà du triomphe et du blockbuster, moi je vois très bien que les héros sont post-nationaux et ils sont globalisés maintenant. Finalement, les héros nationaux ont pâli parce qu'il n'y a plus de frontières avec Internet, il n'y a plus de frontières avec le web. On est dans une mondialisation et on a besoin de héros, on a énormément besoin de héros. La paranoïa, le 11 septembre, on fait que le terrorisme, on fait qu'on a envie de s'identifier à quelqu'un qui a la capacité de résoudre les problèmes. Et effectivement, dans Black Panther, vous avez la naissance d'un héros post-national, un héros global. Avec cette dimension qu'a Marvel et que n'a pas DC, qui est la responsabilité du super-héros quand il commet des exactions malgré lui. DC est beaucoup plus blanc-noir, même sur Batman. Oui. Marvel, au contraire, ils ont une zone d'ombre, une nébuleuse qu'ils utilisent. Et l'idée de responsabilité est extrêmement intéressante parce qu'elle interpelle aussi toute une partie de l'histoire américaine récente. Je sens que Jean-François Stevenet est en train de changer d'avis sur les films de super-héros. Je suis à l'école, là. J'apprends un totem. Les super-héros ont souvent des totems comme ce magnifique collier, voilà, par exemple. Je l'envie depuis le début de l'émission. Je lorgne sur ce collier. Vous avez un collier de super-héros, Jean-François Stevenet. Le Bluebird. Alors, vous, ce n'est pas des super-héros, ce sont des héros ordinaires que vous mettez en scène. Vos films ressortent en salle. On va en regarder quelques images de ces 3 films et on vous fera en parler après. Là, tu pars, tu t'approches.
tu passes à côté. Et puis c'est fini. Et puis après, 10 ans plus tard, tu te retrouves, tu te dis, ah bah oui, je suis passé très près. Un jour, j'ai failli faire la sainte-tote, et puis voilà. Et puis c'est fini, puis c'est trop tard, puis tu peux jamais le refaire. C'est bête comme tout, mais je comprends. C'est pas le Kulchowski que je connais depuis longtemps, c'est, je sais, trafic. Tu vois? Combine. Et puis, en plus, c'est pas Hélène qu'elle s'appelle. Tu sais comment elle s'appelle? Lenny. Mademoiselle Lenny. Alors ça, je peux me tout casser dans ces cas-là. Ah, faut pas. Je casse. Faut pas me prendre, non. Faut pas me prendre pour un con. Tu t'attendais pas à faire de la luge, hein? Surtout en plein été. Passe-montagne, Double Messieurs et Mishka, François Stévenin. Quand vous les revoyez comme ça, vous voyez quelques images, mais j'imagine que vous les avez revus, vos propres films, vous vous dites que c'est une boucle qui est bouclée? Ah oui, je me dis que là, il y a prescription. Parce que quand on fait un film, le minimum, enfin, c'est une tristesse totale, quoi. Même si le film marche, j'ai toujours eu des critiques formidables. Bon, même si, bon, soit je me rappelle, moi j'avais connu, j'ai rencontré une fois Orson Welles qui parlait à François Reichenbach. J'étais par hasard là, j'ai écouté ce qu'il disait. Et Monsieur Welles disait que pour lui, ces films, c'était des cimetières de plans qu'il n'avait pas pu tourner. Donc quand on fait un film, on voit tout ce qui n'a pas été fait. Et un film n'est jamais fini. Je me rappelle même Piala, on coupait, après avec Yann Dedey, qui est un monteur qui a travaillé aussi avec Piala, on coupait après les projections. Piala, après Cannes, on travaillait encore, le film n'est jamais fini. Donc on ne peut pas être content de ce qu'on fait. C'est insupportable. Moi, j'ai vomi en voyant mes films pendant 10, 15 ans. Maintenant, avec le long recul et l'enthousiasme général, j'ai vu ça quand Thierry Frémaux les a présentés à Lyon au Festival Louis Lumière. Il y a des gens, il y a des salles super chaudes. Alors, il y a beaucoup plus de pluie qu'avant. Donc je me dis, tiens, finalement, c'est peut-être pas si mal. J'arrête de me flageller. Je dis, calme. Donc j'arrive vaguement à les voir maintenant. Et surtout, pareil, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur autre chose, on les voit dans les yeux des gens. Quand il y a des gens qui sont là tout émus, qui disent, moi, c'est à cause de ce film, j'ai changé de vie. J'avais vu ça il y a 30 ans, j'ai pas osé vous déranger. Mais après, j'ai arrêté mes études, je suis parti sur la route. Il y en a plein qui me chopent comme ça. Ah, je me dis, bon, ben, c'est pas tricher, ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en regardant ces 3 extraits, ce qu'on voit surtout, ce qu'on remarque, ce qu'on ressent, c'est la liberté. Parce que dès le premier extrait, on voit que le dialogue entre Villeray et vous, avec les clopes à la bouche, on tire sa taffe, on est dans une espèce de... Maintenant, on ne pourrait plus faire ça, 2 mecs qui fument leur clope en refaisant le monde dans un rad. Et pourtant, c'est transgressif, c'est rigolard, il y a quelque chose de profondément libre. Et le deuxième aussi, avec la clope qui descend un peu à la bébelle, comme ça. Le type qui pète une colère énorme auprès de tout le monde. Les mecs sont figés. Et lui, il est là. C'est incroyable. Et le dernier plan aussi est libre, avec cette espèce de type qui vole quasiment. C'est super mal, lui, tiens. Ah oui, ben voilà. Avec cette musique, c'est magnifique. Il y a de la liberté, il y a de la tendresse aussi beaucoup, à l'égard des personnages. Fou pour les comédiens.
On en a vu quelques-uns, Yves Afonso, immense, Yves Afonso qui nous a quittés il y a peu de temps, Jean-Paul Roussillon, Jacques Villeray. Il y a une immense tendresse pour ces hommes qui sont des hommes qui ont baissé les bras, qui ont douté, qui ont recommencé leur vie. C'est pas des héros masculins avec la virilité sur la table, c'est des héros qui ont un parcours, c'est des héros qui sont regardés par un homme qui a un parcours. C'est de la vraie liberté. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est remarquablement mis en scène. Jean-François Stévenin est un vrai modèle, donc il ne le dira pas. Il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de montage, il y a des idées de raccord dans l'axe, c'est-à-dire des petites choses comme ça qui accidentent le récit. C'est pas simplement on va être entre copains, on se connaît bien, on va se taper la cloche. Non, non, c'est super travaillé, mais avec cette modestie des grands. Je suis désolé, hein, je vous ennuie, Jean-François. Pas du tout. Continuez. Non, mais de ne pas marquer son territoire, là aussi de manière virile, mais au contraire de laisser vraiment les choses décanter. Et au montage, petite virgule, petit surlignement, petites choses comme ça, un petit effet de contraste, de clair-obscur, et le film est épanouissant, il est merveilleux. C'est des héros avec lesquels on a envie de faire la route, et je suis ravi que ces films ressortent en salle. Des losers là, magnifiques. Mais voilà, mais c'est là, c'est dans la salle où on a envie de les accompagner. Qu'est-ce qui parle bien? Vous avez vu un peu? La lumière comme la nuit, vous la filmez magnifiquement, voilà, ça va être c'est magnifique, voilà, formidable. Moi, ce qui me touche dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, j'ai une tendresse pour tous les gens qui sont bord cadre, au bord. C'est-à-dire, c'est pas des politiciens, c'est pas des voyous, c'est pas, mais au bord, un peu fragile, un peu prêt à péter les plombs. J'ai une tendresse pour tous ces gens. Et après, c'est en commun avec mon copain Patrick Grandperret, qui filme aussi magnifiquement, mais surtout avec notre maître à tous, qui était, enfin, Patrick et à moi, qui est John Cassavetes. C'est-à-dire, les gens sont filmés avec amour. Et on a envie d'aimer ces gens-là. C'est pas un truc en disant, lui, il est méchant, on va encore lui en mettre 2 couches. Pas du tout. C'est, lui est méchant, mais peut-être qu'il a quand même un petit... Et hop, et le film arrive à la fin, et tout ça, comme si c'était improvisé. Husbands, Cassavetes, hop. Ça. Merci à tous les 4. Je refais un tour de table avec vous en vous reposant la question du début du débat. Donc, si j'ai bien compris, Olivier Delcroix, le filon des films de super-héros est loin de s'épuiser. Ben oui. C'est un genre maintenant qui a pignon sur rue et ils ont la capacité de, par exemple, on veut un thriller parano à Les 3 jours du Condor, on va faire un film de super-héros, on va leur mettre des costards, mais on va raconter la même histoire, on va être dans la paranoïa. On fait un film d'espionnage, parfait. Le début de Black Panther, d'ailleurs, c'est un James Bond. Et donc, en fait, on fait son nid dans le nid des autres et c'est tout un univers. Et c'est vrai que c'est une famille aussi. Ce que je disais, c'est une famille qui se compose. Jennifer Padjemi. Oui. Il faut faire attention à ne pas en faire trop non plus. Ah oui, parce que là, sinon, quand j'entends Olivier Delcroix, je me dis que laisser. maintenant, le cinéma, ça va être que des films de super-héros. Sinon, on va se laisser, c'est sûr. Heureusement, il y a Stévenin. Mais en revanche, je pense que les films de super-héros qui viendront dans les années à venir seront peut-être plus complexes et peut-être plus proches de la réalité. Et effectivement, on sera peut-être plus proche d'héros de la vie quotidienne. Et peut-être qu'un jour, on verra des super-héroïnes trans, avec des corps pluriels, gays, etc. Et je pense que c'est l'avenir des films de super-héros. Sinon, les gens ne suivront pas. Ça, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord avec Jennifer. Je pense que c'est le secret de la pérennité. Ils sont au bord, ils ouvrent les portes. Et très égoïstement, moi, je l'espère, parce que je peux adorer les films de Jean-François Stévenin et adorer aussi le spectaculaire. Bien sûr. Jean-François Stévenin, alors on vous a un peu gagné au film de super-héros pendant ce débat. Ah ben là j'étais à l'école, là. Ils m'ont donné très envie. Là. Merci à tous les 4. Vous restez avec nous parce que ça va être l'heure de la présentation du film de la semaine avec Stéphane Charly, qui est mon super-héros à moi et qui nous rejoint. Le film de la semaine s'appelle Les Mémoires assassines. Pardon. Stéphane, j'étais en mission. Voilà, votre costume de super-héros pour nous parler de ce thriller coréen réalisé par Moon Shin-yoon. Oui, alors je vais, sous l'œil averti de Jean-François Stévenin... Et malicieux. Ah, malicieux tout le temps. Pour vous parler de ce film d'aujourd'hui, je vais partir de votre débat et de cette question. Que se passerait-il si Iron Man ou Spider-Man, par exemple, ne se souvenaient pas qu'ils étaient des super-héros ? On serait bien embêtés. Les studios seraient bien embêtés. Et voilà. C'est un peu le point de départ du film d'aujourd'hui, sauf que notre personnage n'a rien d'un super-héros. C'est un tueur en série, un ancien tueur en série qui vit avec sa fille et qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Je vous propose qu'on découvre la bande-annonce. 내 머리는 기억을 잃어가고 있지만
내 손은 기억한다 습관처럼 살인을. 오늘 새벽 강화시에서 여성의 사체가 발견됐습니다. 사람입니다. 전 괜찮으니까 어르신 괜찮으시면 그냥 가시죠. 저놈은 살인자다. 내가 놈을 알아봤듯이 놈도 나를 알아본 거다. 그럼 대체 어떻게 만난 거야? 그러면 살인범이야! 혜주 씨는 아빠가 살인범인 줄 알았대. 어딘가에는 살아있겠지. 그 연쇄살인범. 최근의 살인사건도 예전에 그놈 짓이 아닐까? 그날 사고 난 날 아빠 신발에 묻은 진액은 대체 뭐야? 형님, 나흘 전에 조윤주 씨 만나셨지? 기억들이 사라진다. 저놈을 돌려드려 죽일지도 모르고! 내 머리가 죽어가. 지금 내가 누구예요? Vous l'avez compris, lorsque de nouveaux meurtres sont commis autour de chez lui, il décide d'enquêter, persuadé de savoir ce qu'il se cache derrière ces atrocités. À moins que tout ceci ne soit le fruit de son imagination et que le seul tueur en série qui exécute ces atrocités ne soit... découvrez le film. Je ne sais pas, Audrey, je ne vous dirai rien. C'est tiré d'un best-seller éponyme et ce film vaut... pour son vrai sujet, c'est le combat d'un homme contre sa mémoire. Alors, entre fausses pistes et hallucinations, le réalisateur coréen, dont on va redire le nom, Won Sing-yoon, soigne autant son image que son scénario. Et puisque nous avons la chance d'avoir Jean-François Stévenin, ce film est aussi fantastique parce que il est porté par des acteurs qui sont riches d'ambiguïté. Vous avez parlé de liberté, mais l'ambiguïté d'un personnage qui ne joue pas le méchant, qui ne joue pas le gentil, c'est aussi un grand film. Voilà, c'est un film essentiel où rien n'est superflu, dans cette enquête où le meurtre pourrait être un poème et l'éducation une prose. Comme tout polar, on le sait, La mémoire assassine ne raconte pas seulement une passionnante enquête criminelle, il témoigne aussi d'une réalité sociale qui dépasse, là pour le coup, un pays, mais qui s'attaque à un débat de société, la maladie d'Alzheimer. Alors, puisque vous êtes abonné à iCinéma, ça tombe bien parce que ce film, il est présenté actuellement au 10e Festival international du film de Beaune, présidé par Lambert Wilson. Voilà. Vous vous souvenez du titre Ah non, j'ai oublié déjà. Non, Mémoire assassine. C'est bien. Il vous reste plus qu'à ranger votre couteau. Merci. Merci Stéphane. Mémoires assassines tout de suite sur iCinéma.com. C'est le film de la semaine. Il a été vu déjà par 2,5 millions de Coréens. C'est un des succès là-bas et vous pouvez le voir grâce à iCinéma.com. Très bon film. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de vendredi 14h. Merci.